ferré en embuscade. Elle vous a emmiellé dans une soie gluante de passion. La toquade a viré flambée de fièvre. Plus moyen de vous dépêtrer. Le pire, c'est que vous n'étiez pas sûr de l'aimer, que vous ne compreniez rien à cette malédiction. Cette liaison, c'était un naufrage dans une mer mauvaise, toute écumeuse de récifs. La Caravelle vous trompait, elle avait tous les défauts que vous détestiez, elle faisait des scènes publiques, elle vous brouillait avec votre épouse et vos enfants, tandis que toute la bonne société ricanait dans votre dos. Sans cesse vous brûliez de rompre, vous rêviez même de la tuer, la garce. Et avouez, vous l'avez bien cognée 1 ou 2 fois. Vous l'avez même un peu étranglée en la culbutant. Après, c'était les larmes, les remords, et vous lui passiez 2 fois plus de caprices pour vous faire pardonner. Et vous jetiez votre argent par les fenêtres pour ses beaux yeux. Eh ben les elfes, vos seigneuries, ils vous servent le même poison. Ce sont des emmerderesses. Et vous savez aussi bien que moi qu'il n'est rien de plus dangereux qu'une emmerderesse. C'est justement le compte de cette confondante capacité à nuire que je vais vous rapporter. Oh là, mes agneaux, je sais bien ce que vous attendez. Vous voudriez vous tauler sur mes déboires avec ces joyeuderies. Vous pouvez verdir. Certaines clauses confidentielles non écrites mais impérieuses m'empêchent de bagouler sur le sujet. C'est que, bien sûr, les elfes que j'ai fréquentés ont fini par s'immiscer dans les cuisines de la République. Et comme ma réputation de bon tchoudalien n'est plus à faire, vous comprendrez que mon patriotisme me lie le tapin. Mais n'affichez point ces mines déçues. J'ai quand même un ragot à vous servir, et du lourd. Figurez-vous que ce n'est point avec moi que les elfes ont commencé à grenouiller dans les affaires de l'État. Bien loin de là. Il y a 2 bons siècles déjà, au moment de l'émancipation de Tchoudalia. Ils nous ont joué un tour à leur façon. Et les marles en tâtent tellement pour la barabille que l'un d'entre eux, sans même pointer son joli minois dans notre belle cité, nous a tous jetés dans une sacrée flanche. Jugez-en par vous-même. Posté à l'ombre du palais curial, en haut de la Piazza Palatina, Cuervo Moera s'était perché sur un socle tel un chouka sur sa stèle. Il occupait l'un des piédestaux qui, 1 an auparavant, portaient encore les glorieuses statues des souverains de Léomance. Il calait d'ailleurs son fessier sur le pied droit de Léodégard III, le Saint, dont la botte de pierre lui fournissait une selle assez confortable. Du croulant monarque, il ne restait que les ripatons brisés 10 mois plus tôt, lorsque Tchoudalia s'était soulevé contre la fiscalité du roi Madan. La plèbe en colère avait abattu les monuments de la couronne. Cette émotion populaire avait débouché sur la rébellion de la ville et la résurrection de la vieille République. À moins bien sûr que l'émeute n'eût été qu'une manœuvre des patriciens. Peut-être avaient-ils chauffé la populace pour couvrir leurs arrières. En cas de victoire du roi, ils auraient pu prétendre que le peuple leur avait forcé la main. Précaution probable et sage, estimait Cuervo, car depuis quelques semaines, l'insurrection tchoudalienne essuyait d'inquiétants revers. Toutefois, ces politicailleries n'absorbaient guère l'esprit de notre Lascar. S'il s'était ainsi juché sur un moignon de sa majesté Léodégard III du nom, c'était afin de dominer la foule. Une multitude se pressait aux portes du palais curial et tentait de saisir ce que délibérait le Sénat réuni en session extraordinaire. Au-dessus de la marée de têtes, dans les panaches de poussière que soulevait le troupeau humain, Cuervo Moera contemplait tout à loisir l'objet réel de ses préoccupations. La superbe du palais Rapazzoni. Doré de lumière, poudré par la poussière remontée de la chaussée, le palais Rapazzoni se guindait au-dessus de la place. À l'angle de la Piazza Palatina et de la Via Cavallina, il haussait ses 4 étages, son beffroi et sa tourelle inachevée que cerclaient de fragiles échafaudages. Une plèbe hagarde coulait le long de son rez-de-chaussée, construit en grosses pierres à bossage. Ce n'était qu'aux étages que l'architecture s'aérait, devenait dentelle de fenêtres, d'arcatures et de trilobes. Rien ne distinguait vraiment cet édifice de tous les hôtels patriciens qui corsetaient la place de leur morgue. Le quartier étant pentu, la demeure se révélait même un peu plus basse que le palais Prevaricacce, qui occupait la partie haute de la Via Cavallina. Voilà sans doute la raison pour laquelle sa seigneurie Lucrosio Rapazzoni
avait entrepris l'élévation de cette tourelle d'angle, afin de surpasser l'arrogant pignon de son voisin. Mais, aux yeux de Cuervo Moera, maître assassin de la guilde des chuchoteurs, le palais Rapazzoni revêtait une importance particulière, car ce n'était pas chez les Prevaricacci, chez les Morigini ou chez les Sanguinella que l'appelaient ses affaires. C'était chez sa seigneurie Lucrozio Rapazzoni. Et comme le chuchoteur n'avait pas l'honneur d'être des amis ou des clients du sénateur, il allait bien falloir se passer d'invitation pour entrer dans cette splendide bicoque. Cuervo Moera détaillait donc l'édifice d'un œil très professionnel. La grande porte cochère était ouverte pour permettre le service et la visite des obligés du sénateur. Seulement, de fâcheuses manières, le seuil se révélait surveillé par 3 spadassins. Pis encore, il se situait non loin d'un piquet de la garde du palais curial. Les fenêtres du premier étage étaient larges, mais barrées par des grilles de fer forgé. Seuls les appartements des étages supérieurs se trouvaient aérés par de hautes croisées, derrière lesquelles on devinait le mouvement de la domesticité et des familiers. Cuervo scruta avec plus d'attention les échafaudages de la tourelle en construction. Malheureusement, il ne descendait pas jusqu'à la chaussée. Il s'agissait d'un échafaud volant. Il s'appuyait sur des poutres saillant hors de la façade, à partir du 3e étage. Presque à hauteur du toit, une grue à tambour dominait la place, ses câbles mollement accrochés au châssis de l'échafaud. Tout l'intérêt de ce chantier provenait de ce que les travaux étaient interrompus depuis 2 mois. De notoriété publique, sa seigneurie Lucrozio Rapazzoni avait investi de très grosses sommes dans le financement des phalanges et de plusieurs galères de guerre. Le bruit courait que le sénateur n'avait plus les moyens de payer ses maçons. Désertée, cette structure accrochée à l'angle du palais était un point faible. Mais un point faible très exposé à la vue, et hors de portée du simple chaland. Le regard de Cuervo parcourut ensuite le toit de la demeure. Le sommet de la façade était crénelé. Cette fantaisie castrale témoignait de la confiance que les Rapazzoni nourrissaient pour le bas peuple, ou pour les initiatives de leurs voisins. Aux yeux d'un mont en l'air, ces merlons présentaient en fait une opportunité. Ils permettaient de se déplacer sur les tuiles à couvert de la place. Malheureusement, au sommet du beffroi, l'assassin repéra une vigie. Irritante silhouette, trop chétive pour être celle d'un spadassin. Le guetteur avait tout l'air d'un gamin, un petit laquais ou un marmiton. Ce freluquet ne restait pas moins un gros problème. Même s'il montait une garde distraite, il devait avoir l'œil affûté et la voix perçante. Toutefois, 3 hautes cheminées sur le faîtage présentaient quelques cachettes pour se dérober à la vigilance du guetteur. Cuervo remarqua qu'elles étaient larges mais non mitrées, ce qui s'avérait plutôt opportun. L'objectif de Cuervo Moera se situait au 4e étage de l'édifice, dans les appartements nobles du palais. Du haut de son piédestal, à l'autre bout de la Piazza Palatina, il voyait très bien la fenêtre du cabinet de travail du sénateur Lucrozio Rapazzoni, parfaitement inaccessible, où il devrait pourtant s'introduire dans les heures à venir. Une idée tout à fait incongrue traversa l'esprit du maître assassin. Il se demanda quelle tactique aurait suivi l'admirable Soledano s'il s'était retrouvé chargé de sa mission. Vif comme un écureuil, son agilité légendaire lui aurait sans doute permis d'escalader tout armé la façade du palais. Mais l'exploit, purement physique, aurait manqué de lustre aux yeux du preux, qui aurait peut-être trouvé plus élégant de défier toute la maisonnée Rapazzoni depuis la place. À moins, bien sûr, que le chevalier fée, misant sur son charme, n'eût été reçu avec honneur dans le palais qu'il venait prendre. Le chuchoteur chassa cette rêverie puérile. L'intrépide Soledano était un vieux héros de conte, rattaché au cycle de la chute d'Aielesi. Il faisait partie des personnages les plus populaires des veillées. Lorsqu'il n'était encore qu'un galopin, le petit Cuervo raffolait de ses aventures. Intrigue galante du Soledano Innamorato, prouesse merveilleuse du Soledano Furioso, et même exploit tragique du Morté des Diffinoal. Mais l'enfance d'un Cuervo Moera était un paradis perdu, précocement brûlé par la brutalité, le lucre et la scélératesse.
Voilà bien 20 ans que l'admirable Soledano avait déserté son île. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.